Bonjour, bienvenue dans Collab, une émission produite par les cours PI dans le cadre de son Lab 314 et que j'aurai le plaisir d'animer. Collab, c'est quoi? Pour co-construction, avec des familles qui partageront leurs expériences et leurs expertises sur des sujets qui les mobilisent, et ce, en interaction avec un invité spécialisé dans le domaine en question. Et Lab pour laboratoire, car ces émissions ont pour objectif de rechercher des solutions et de trouver des propositions à partir d'expériences vécues. Les 12 épisodes de la saison 1 de Collab auront comme fil conducteur les besoins éducatifs particuliers des enfants. Nous nous consacrerons ainsi plusieurs émissions aux enfants avec autisme, aux troubles de l'attention et ou avec hyperactivité, au haut potentiel intellectuel et ou émotionnel, ainsi qu'aux 10. Vous pourrez découvrir ces pépites tous les 3 de chaque mois à 14h. Retrouvez-nous vite et n'hésitez pas à donner votre avis et à partager vos expériences dans les commentaires. Belle journée et à très vite. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau collab. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins éducatifs particuliers des enfants avec autisme et le sujet du jour qui sera abordé sera la thématique des apprentissages. Alors, aujourd'hui, l'invité du jour sera Clara Covelli. Bonjour. Voilà, qui va se présenter juste après la présentation des mamans. Nous avons, et que vous connaissez déjà de par les autres émissions Collab, Isabelle et Alexandra. Alors on va faire un petit tour de chacune et peut-être commencer par les mamans. Et dans ce cadre et ce sujet précis que sont les apprentissages, est-ce que vous pouvez nous dire justement si ce cadre d'IEF a été porteur pour vous, pourquoi vous l'avez choisi concernant les apprentissages de vos enfants? Qui voudrait commencer? Je vais commencer du coup. Moi, je suis maman de 2 enfants de 9 et 12 ans qui sont tous les deux TSA. Le fait de faire de l'IEF, notamment avec les cours PI, ça les a aidés à évoluer parce qu'ils ont pu apprendre différemment, prendre leur temps, pas suivre un programme défini avec les horaires définis. On a pu énormément adapter l'apprentissage et passer beaucoup par la manipulation aussi. Est-ce qu'il y a eu des temps de proposer sur une scolarité en présentiel? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que... Pour l'un de mes 2 enfants, donc le plus jeune, il y a des temps de scolarité qui est de 3 heures par semaine. Donc 2 fois 1 heure et demie sur 2 après-midi par semaine. C'est des temps qui sont compliqués pour lui parce qu'il faut qu'il se retrouve face à une classe de 26-28 élèves avec des règles, du bruit, une autre façon de travailler. C'est pas des temps qu'il apprécie particulièrement. Et quels sont les objectifs justement qui sont pointés ou visés, qui ont été décidés avec l'équipe, le groupe scolaire? Alors l'objectif principal est la socialisation pour l'aider à se confronter au monde extérieur et aux règles extérieures. Sinon, il n'y a pas vraiment d'objectif, sachant qu'on travaille énormément de notre côté à la maison. Donc il vous reste une large part des apprentissages à travailler, à mettre en place avec vos enfants. Est-ce que c'est le cas? Donc Isabelle, vous, votre garçon est plus grand. Comment ça se passe? Oui, absolument. En fait, donc mon fils a 14 ans et on entre cette année en 3e année d'IEF. Auparavant, il était scolarisé en établissement public. Mais des difficultés d'apprentissage ont commencé à apparaître dès le CP, même pas, dès la maternelle d'ailleurs. Et ensuite, en faisant tous les tests nécessaires, eh bien, il a eu droit à un tiers-temps, à des aménagements, mais malgré tout, ça restait compliqué pour lui.
Et puis, après son entrée en sixième, donc là, c'était d'autant plus compliqué que en sixième, on change de professeur à chaque matière. Il faut absolument suivre. Ça devenait beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis, en plus, il a été harcelé toute son année de sixième. Donc, tout ça mis ensemble, on fait que j'ai pris la décision de choisir l'IEF à partir de la fin de la sixième. Pour Joanne. Voilà. Alors aujourd'hui, on reçoit donc Clara Covelli. Est-ce que Clara, tu pourrais te présenter? Oui. Justement, vous allez avoir une bonne compréhension de pourquoi elle a été choisie aujourd'hui, puisqu'elle a plusieurs casquettes. Donc est-ce que, tant au niveau des apprentissages qu'au niveau de l'accompagnement des enfants, d'une autre manière? Oui. Alors, donc je suis enseignante spécialisée en IME, du coup. Je travaille avec des enfants, enfin avec des jeunes entre 14 et 20 ans. Et en parallèle, donc j'accompagne à domicile des enfants en situation de handicap ou en difficulté scolaire, en méditation et en philosophie. Donc j'ai fait une formation donc, de méditation pour les enfants et les adolescents. Et voilà, et je propose aussi des ateliers de philo qui permettent aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue. Et je propose ça en dehors de l'IME, du coup. Donc tu prends en charge l'élève, oui, mais aussi l'enfant. Mais surtout l'enfant. Et on va aller voir peut-être dans ce qu'on va explorer aujourd'hui, dans la discussion, l'échange qu'on va avoir, que peut-être effectivement, souvent il faut aller chercher l'enfant pour que les apprentissages puissent prendre place. Peut-être. C'est sûr. C'est une question voilà, qui reste ouverte, mais qu'on va aller explorer très certainement. Alors, je voudrais peut-être... Il y a un outil qu'on utilise souvent et pour lequel il est peut-être important de faire un rappel. C'est un outil qui s'appelle le GEVASCO. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà mis en place l'une et l'autre des GEVASCO? Et puis après, peut-être Clara, tu pourras nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce GEVASCO, pourquoi on le met en place, à quoi il sert. Alors, est-ce que vous avez déjà eu recours à ce GEVASCO, l'une et l'autre? Alors oui, moi j'ai eu recours au GEVASCO il y a 2 ans pour la mise en place d'un PAI par rapport à un temps de scolarité réduit et pour montrer toutes les difficultés pour le dossier MDPH. Et Isabelle? Également, oui, à partir du CE2, tous les ans, il y a eu un GEVASCO, pareil, pour les PAI qui sont après devenus PPS, je crois, comme la dénomination change régulièrement. Voilà. Alors Clara, est-ce que tu peux un peu déjargonner tout ça, nous expliquer quels sont tous ces gros mots? Donc le GEVASCO, qu'est-ce? Quid? Dis-nous un peu. Alors le GEVASCO, c'est un document qui est rempli par l'enseignant de l'enfant, du jeune, et qui permet de retracer ce qui est fait dans la classe et donc qui permet de répertorier les difficultés éventuelles de l'enfant et du jeune. Donc on fait un état des lieux. Voilà. Ça peut être aussi regrouper les bilans, essayer de comprendre une situation, un contexte. Tout à fait. Et des besoins. Et des besoins, c'est surtout ça. Et des éventuels besoins particuliers en classe d'aménagement pédagogique, par exemple. Et ce GEVASCO est très utile parce qu'il suit l'enfant du coup d'année en année. Et donc ça permet de faire aussi du lien entre les enseignants et que l'enseignant d'une année suivante puisse voir ce qui a été mis en place l'année précédente. Donc c'est un document qu'on adresse du coup à la MDPH, la Maison du Handicap, et qui est étudié. Donc il est fait par l'enseignant. Dans ce cadre d'IEF, la personne qui enseigne, ce sont les familles. Donc ça, voilà. Et
après, il est étudié en équipe pluridisciplinaire. Voilà, tout à fait. Avec un enseignant référent, du coup, qui a en charge, entre guillemets, plusieurs enfants. Et pendant cette réunion-là, voilà, on discute, on fait un petit état des lieux de comment ça se passe à l'école pour l'enfant ou à la maison, pour le coup. Les parents sont évidemment présents. C'est important, la C'est partie très des parents. important. Ils doivent faire partie de oui, ce projet. Oui. Ils font partie voilà, de ces réunions. Ils ont une place prépondérante. Et c'est un temps d'échange, en fait, entre l'équipe éducative, pédagogique et les parents. Et à l'issue de cette réunion, donc il y a tout le document de préparation, il y a cette réunion, et à l'issue de cette réunion, normalement, il y a des préconisations. Oui, tout à fait. Qui peuvent être de quel ordre? Qu'est-ce qu'on peut demander? Quel est l'objectif de ce document? Ça peut être des aménagements pédagogiques particuliers. D'accord. Mais aussi on peut demander une orientation aussi particulière de l'enfant ou du jeune à l'issue de cette réunion. Oui. Donc ça peut être des aménagements humains, des outils, des prises en charge qui ne seraient pas comme de la psychomotricité, l'ergothérapie, qui d'habitude ne sont pas prises en charge. Donc on peut demander des choses autres que celles dont on peut bénéficier d'une manière plus ordinaire ou avec l'allocation handicap. Donc c'est vraiment d'une reconnaissance des besoins à un moment donné. Ça peut être des aides humaines aussi, ça peut être... alors dans le contexte de l'IUF, c'est un peu compliqué de demander des aides humaines que l'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, comme l'AVS, qu'on appelle différemment maintenant, est-ce que, donc, puisque vous avez effectué des GEVASCO, qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Est-ce que ça a été le parcours du combattant? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai obtenu une AVS pour notre enfant de 12 heures par semaine. Actuellement, il n'y va que 3 heures, donc il a une AVS sur 3 heures. Donc c'est que sur les temps présentiels? Oui, c'est que sur des temps présentiels à l'école et des outils différents, donc avec une salle un petit peu plus posée pour les moments où il a des difficultés à travailler en groupe, avec des outils différents sur le matériel, notamment l'ordinateur pour l'écriture de mots en dictée. Voilà, c'est des petits outils qu'on a obtenus avec les GEVASCO. Et au niveau des prises en charge autres, vous avez pu obtenir quelque chose? Alors nous, il a une prise en charge au niveau du CESAD, donc c'est vraiment lié avec un éducateur, on a un psychomotricien, un neuropsychologue. C'est vraiment lié au CESAD, du coup. Donc c'est pas le GEVASCO qui a fait le lien. Et donc les GEVASCO, vous le faites de par le CESAD? Alors nous, on l'a fait avec l'équipe éducative scolaire. D'accord. Et on l'a fait en CP. Donc là, cette année, il rentre en CM1. Je pense qu'il faudra en refaire un cette année aussi. Un réexamen. Oui. D'accord. Et Isabelle, de votre côté, comment ça s'est passé? Tant qu'il était scolarisé, ça a permis de mettre en place le PAI-PPS, donc plus de temps, moins d'écriture. Et puis ensuite, il a eu un ordinateur aussi par la MDPH. Et cette année, il va y avoir un petit complément pour aider à régler tout ce qui est rendez-vous justement de psychomotriciens, etc. D'accord. Donc on a fait ce petit point qui me semblait essentiel sur ce document qui est le GEVASCO. On va peut-être maintenant s'intéresser aux objectifs en tant qu'apprentissage, aux outils que vous utilisez, aux modalités aussi d'apprentissage que vous pouvez mettre en place. Et peut-être aussi, on terminera par le positionnement qu'on peut avoir par rapport au programme officiel de l'Éducation nationale. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça dans le parcours particulier de vos enfants?
Alors, je vous propose qu'on commence par une petite thématique sur les indispensables. Qu'est-ce qui vous sonne à l'esprit dès qu'on se dit ça? Qu'est-ce qui est indispensable? Quels sont les must-have absolus dont on ne pourrait pas se passer pour mettre en place ces apprentissages? Est-ce que, Clara, tu pourrais commencer par un élément qui te semble essentiel? Alors pour moi, c'est vraiment le bien-être en fait, en classe. Avant tout apprentissage, veiller à ce que l'enfant et le jeune se sentent bien, se sentent à l'aise. Et c'est primordial. À partir du moment où il sera heureux d'être là, où il sera bien, alors il pourra apprendre. Mais sinon, c'est un indispensable. C'est l'indispensable. Ah, oui. Le calme, le climat serein, oui. La confiance. La confiance. Dans celui qui va l'accompagner. Tout à fait. D'accord. Et peut-être tu pourras nous expliquer comment tu arrives à mettre en place ce cadre. Il y a des éléments qu'on pourrait nommer qui... Alors, je dirais que on utilise beaucoup l'humour en classe, par exemple. C'est important aussi d'avoir un climat joyeux pour que les enfants se sentent détendus, qu'ils puissent se sentir acceptés tels qu'ils sont, sans qu'il y ait trop de pression, parce qu'on sait que voilà, les apprentissages peuvent susciter beaucoup de pression chez tous les enfants, et notamment chez les enfants en situation de handicap. Et donc, voilà, établir un climat serein. On en reparlera plus tard, mais c'est vrai que nous, on accorde une grande place aux émotions. Donc, quand ils arrivent en classe, on discute énormément ensemble de ce qu'ils ont fait précédemment, ce qu'ils ont fait pendant la semaine, ce qu'ils ont vécu pendant le week-end. Et c'est le temps de l'accueil. C'est le temps de l'accueil. Ouais. Donc, et pendant ce temps, voilà, on essaye de voir comment ils se sentent, s'ils se sentent sereins. Il y a des choses matérielles pour accueillir? Ou il y a un aménagement spécifique, des repères pour cet accueil? Alors, on a un affichage en classe qui concerne spécifiquement du coup les émotions. Et chaque jeune a son étiquette, et en fait, ils peuvent se positionner du coup sur l'émotion qu'ils ressentent à un instant T. L'avantage, c'est que ils savent que une émotion peut changer, et que à tout moment, pendant le temps de la classe ou pendant la journée, ils peuvent changer de place. Donc l'intérêt, c'est de montrer qu'une émotion peut passer. On peut se sentir triste à un moment, et puis ensuite on va vivre quelque chose qui va nous rendre joyeux, et à ce moment-là, la tristesse se transforme en joie, et à ce moment-là, il change l'étiquette de place. Et ça a une grande importance pour nous, la place des émotions. Est-ce que dans ce cadre d'instruction en famille, vous prenez le temps, en fait, si je synthétise et si je comprends bien, de se rendre compte si l'enfant est disponible pour les... C'est ça, en fait, oui, est disponible exactement. pour les apprentissages. Ce fait. temps d'accueil, il peut avoir cette fonction-là. Est-ce que vous, dans votre cadre d'instruction en famille, avant de démarrer même l'activité, vous mettez en place certaines choses, l'une ou l'autre? Comment ça se matérialise? Est-ce que... Nous, l'apprentissage, il se fait d'une manière un peu cadrée, dans le sens où il sait, par exemple, qu'à 10 heures, il commence l'apprentissage des maths ou du français en fonction des jours. L'important pour moi dedans, c'est d'être disponible réellement. Il a souvent des angoisses au début parce que ça lui paraît insurmontable. Donc on passe beaucoup par le jeu, par la manipulation. Mais vraiment faire en sorte que l'enfant se sente bien dedans et rassuré dans ce qu'il doit apprendre, en
en essayant de dire qu'il a le temps d'apprendre sa leçon, de faire son exercice. Voilà. Donc il y a comme un plan de travail. C'est un outil qu'on utilise aussi en pédagogie. Oui. Donc ça veut dire que votre enfant sait, c'est rassurant, c'est poser le cadre. Qu'est-ce que je vais avoir à faire? Est-ce que tu pourrais nous parler de cet outil qui est un peu un outil qui était utilisé par Freinet aussi? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce plan de travail? Donc oui, nous on utilise le plan de travail également en classe. Donc le plan de travail c'est un outil qu'on utilise en classe qui permet aux jeunes d'avoir et une autonomie dans le travail et une plus grande liberté aussi. Donc nous on s'appuie sur les intérêts aussi des jeunes. Donc ça permet vraiment de susciter leur motivation, le plaisir d'apprendre. Et on construit ensemble un plan de travail pour la semaine. Donc en début de semaine, je leur présente en fait le plan de travail qu'ils vont devoir réaliser la semaine. Et ils peuvent s'organiser comme ils veulent en fait pendant toute la semaine pour réaliser ces exercices. Donc ça regroupe tous les domaines d'apprentissage. Et toujours basé sur les intérêts des Il y a quoi comme intérêt? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, concret? Alors, par exemple, l'année dernière, un jeune était passionné de mythologie. Et donc, on a créé son plan de travail sur la mythologie. Donc, en littérature, on lisait des œuvres mythologiques donc adaptées, évidemment, en support. En mathématiques, on se base beaucoup sur les énigmes. Donc voilà, c'était des énigmes, mais avec un héros de la mythologie qui vivait des petites expériences. Et donc, vraiment, il y a du lien aussi dans le plan de travail. Ça permet de donner du sens aux apprentissages aussi, tout ça. Est-ce que, Isabelle, vous utilisez ce plan de travail sur la journée, la semaine, la matinée? Oui. Ce qu'on a fait pour la rentrée, c'est qu'on a repris l'emploi du temps. On a regardé ensemble, on a fait ensemble et voir ce qui lui convenait, ce qu'il préférait décaler à tel endroit ou à tel endroit. Voilà, et ensuite on tâche de se tenir à ce qu'on a marqué comme plan de travail pour chaque jour. C'est vrai que votre fils est un petit peu plus grand, mais même plus petit, ça me semble très important ce qu'on vient de dire, dans le sens où c'est pas quelque chose, bien sûr, il me semble qu'il y a l'adulte qui prépare en amont ce qui peut être fait, le déroulé, le contenant, mais dans tous ces échanges que j'entends, il y a aussi partir de l'enfant, de ses intérêts, parce que c'est pas que quelque chose d'extérieur. Il me semble que pour que quelqu'un s'engage dans quelque chose, c'est quand même, on va parler d'effort au niveau des apprentissages, on sort de sa zone de confort. Donc c'est quand même une énorme chose qu'on demande, aller vers l'apprentissage, aller vers quelque chose de nouveau. Il me semble que c'est important de ne pas oublier, pour favoriser l'engagement et l'investissement, qu'on parte de l'enfant. C'est pas quelque chose, on pourrait être la meilleure des mamans, des instits, en organisant tout, en voulant tout planifier, mais que d'une manière extérieure, je pense que ça fonctionnerait moins que ça peut fonctionner pour chacune d'entre vous à partir du moment où vous tenez compte et vous faites participer, bien sûr, à la juste mesure l'enfant sur les temps qui sont possibles. Ça peut être même sur les temps de transition. On va parler aussi peut-être de ce temps parce qu'on a parlé du temps de l'accueil, mais le temps qui peut être passé d'une activité forte à une autre activité, passer un temps plus où on se dépense, c'est les moments de transition. Est-ce que tu les penses? Est-ce que vous les pensez justement? Est-ce que les enfants participent au choix qu'est-ce qui peut être fait dans ces moments de transition? Comment ça se passe, Clara? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que évidemment, on a des moments de transition, des moments de pause, durant lesquels on sort, les enfants vont courir et ça leur permet vraiment de revenir au travail plus disponible par la suite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des responsabilités, des métiers, entre guillemets.
Et voilà, notamment pour les jeunes qui sont très à cheval sur les horaires, sur le cadre, nous, on a mis en place, par exemple, la responsabilité du maître du temps. Donc, c'est lui qui est responsable, en fait, de dire, voilà, à telle heure. Alors, évidemment, les horaires ont été vus avec moi au préalable, hein, et donc, voilà, il sait que à 10h10, par exemple, c'est le temps de la pause. Et c'est lui qui dit aux autres, c'est 10h10, on sort en pause. Et c'est lui qui dit ensuite quand est-ce qu'on remonte. Donc, il est en charge du cadre horaire. Et ça permet voilà, d'enlever son stress à lui. Et puis, de vraiment cadrer les choses. Et ça, c'est très important aussi. Est-ce que vous utilisez aussi je sais pas, il y a souvent peut-être des timers ou quelque chose, là j'entends, en fait c'est un élève en dehors de l'enseignant ou celui qui mène l'activité, c'est quelque chose d'extérieur, comme une loi en fait, qu'on accepte tous, qui est au-dessus de chacun et qui va permettre d'ordonner les temps d'apprentissage. Est-ce qu'il y a pour vous recours à des timers, à des outils comme ça qui peuvent permettre de scander l'espace-temps tout au long du temps d'apprentissage? Alors, nous, on utilise un timer d'environ une demi-heure pour chaque séance de travail, parce qu'il a un temps de concentration assez courte. Et entre chaque temps de travail, il peut se défouler aussi, mais alors pas forcément pour courir dans la cour, mais en jouant du piano. C'est ce qui lui permet de se recentrer et de se reconcentrer. Il se ressource comme ça. Super. Isabelle, de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que Joanne a une part là-dedans, dans l'organisation Oui, en fait, c'est pareil. Au bout d'une demi-heure, il peut plus se concentrer. Donc, on fait des pauses de 10-15 minutes, ça dépend. Moi, je n'ai pas vraiment de timer. Je regarde l'heure. Peut-être que ce serait mieux de le faire aussi. Par contre, pour les pauses, oui, je vais mettre un timer parce que sinon, c'est plus difficile de le faire revenir travailler. Et, oui. Et par contre, alors pour le coup, en général, Johan, soit il va s'allonger, soit il va jouer avec le chat. Voilà, c'est un peu, il n'y a rien d'imposé. Il fait un peu ce qu'il a envie pour se détendre et se poser pendant le temps de pause entre deux cours. Alors, on va peut-être passer maintenant à quelque chose puisqu'on est dans le contenant, hein, d'après ce que on est dans le contenant, on n'est pas encore dans l'activité, c'est une mise en abîme, on va y arriver, mais on peut peut-être parler justement de l'organisation. Alors, dans ce contexte d'IEF, il y a un espace classe déterminé pour chacune d'entre vous, où ça peut se passer dans la chambre, dans le salon. Comment vous vous organisez? Est-ce que c'est bien repéré? Est-ce qu'il y a des coins? Comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est identifié? Oui, c'est assez identifié. D'ailleurs, sur les murs, tout est affiché. Donc, c'est dans la cuisine, en fait, la pièce de vie principale, où par contre, il a un coin avec un meuble où il y a tout le matériel nécessaire pour travailler, qui est très bien identifié. Et ensuite, des affiches au mur. D'accord. Et des outils à disposition, classeurs, cahiers, manuels. D'accord. Et de votre côté, Isabelle, est-ce qu'il est plus grand, donc au niveau du collège? Donc, est-ce qu'il y a un espace classe encore? Alors, il a un bureau dans sa chambre, mais c'est vrai que pour s'y mettre tous les deux, c'est un peu compliqué. Donc, on a beaucoup plus de place au salon. Donc, nous, on travaille sur la grande table et il a des casiers avec tout son matériel, ses cahiers, ses classeurs. Voilà, donc on travaille comme ça. Est-ce que, Clara, tu pourrais nous dire dans ta classe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des endroits repérés, décidés en amont, travaillés Oui, c'est vrai que nous, on a aussi... Voilà, c'est très différencié pour permettre aux jeunes justement de pouvoir se repérer plus facilement.
Donc voilà, on a un espace dans la classe en fait. La classe est vraiment séparée en espaces différents. Donc on a un coin qui est dédié à la littérature, à la lecture, à la phonologie. Et sont regroupés ici du coup les affichages et tout le matériel dédié à ces domaines. Voilà, on a un autre coin dédié aux mathématiques, un autre coin dédié à la découverte du monde et en fait voilà, tout est vraiment différencié pour aider les jeunes à se repérer plus facilement du coup. Et donc du coup, dans ces espaces, donc il y a des outils à disposition, des classeurs, il y a aussi des affichages repérants. Est-ce que, moi je me pose souvent la question des affichages, on pourrait peut-être faire un petit point sur les affichages. Est-ce qu'il en faut beaucoup? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton point de vue sur les affichages? Oui. Alors, de mon point de vue, je trouve que dans les salles de classe, en général, il y a beaucoup d'affichages. Et donc, voilà, je pense que ça perd aussi beaucoup de sens parce qu'il y a trop d'informations. Ça devient du papier peint. Ça devient de la déco. On ne les voit plus, les enfants ne les voient plus. Tout à fait. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que les affichages qui ne bougent jamais, qui sont constants, c'est l'alphabet, la frise numérique et puis le coin aussi des rituels. Donc, le rituel de la date avec les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons. Ça ne change jamais. Donc, finalement, ça fait 3 affichages. Très peu d'affichages constants. Très peu d'affichages constants. Oui. Et les autres? Donc en fait, l'affichage, ça sert quand il y a peut-être quand il y a une nouvelle notion, à institutionnaliser, à une règle. Et puis une fois que tout le monde a compris cette règle, se l'est appropriée, finalement, c'est peut-être là où il faut s'en détacher de cet affichage. Et peut-être le transformer. Alors, comment ça se transforme? Donc c'est ce qu'on fait. En fait, voilà, comme vous dites, comme tu dis, les affichages sont là pour l'institutionnalisation et ensuite, une fois que la notion est assimilée, on prend cet affichage et puis on l'arrange dans des classeurs outils. Donc justement à chaque coin de la classe, coin lecture, coin mathématiques, etc., on a des classeurs outils et les élèves en fait peuvent s'y référer à tout moment. Voilà, c'est vraiment des ressources. Et ces affichages qui ont été dans la classe pendant un certain temps, ensuite on les range dans ces classeurs outils pour que pour qu'ils ne disparaissent quand même pas, que les élèves puissent s'y référer à tout moment lorsqu'ils en ont besoin. Et ça permet aussi du coup de créer de l'autonomie chez les enfants. Ils ont l'habitude de cet affichage et quand ils en ont besoin, ils peuvent s'y référer à tout moment. Est-ce que vous auriez des petites choses à apporter, des commentaires? Alors moi, je fais plus ou moins pareil. Les affichages changent en fonction de l'apprentissage et du programme. C'est vrai qu'ils changent régulièrement. Il n'y a que les tables de multiplication qui ne changent pas. Mais sinon, voilà, je change en fonction de l'apprentissage et du niveau où il se trouve. Alors, je vous propose maintenant qu'on entre un petit peu plus dans le cœur du sujet, c'est-à-dire maintenant qu'on a parlé de comment mettre en place dans le temps et dans l'espace les apprentissages, peut-être on peut s'intéresser plus avant maintenant à la tâche, ce qu'on appelle dans le jargon et qui n'est pas joli, mais la tâche scolaire. Hein. Donc, il y a un point sur lequel j'aimerais appuyer. Donc, c'est quand on va présenter une tâche à réaliser, il y a la question de la consigne qui me semble pouvoir poser problème. Est-ce que vous voudriez nous en parler ? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça n'est pas un problème, la consigne de ce qui va être demandé? Est-ce que... Alors, les consignes sont souvent insidues. Souvent dans les livres ou dans les exercices,
c'est pas dit textuellement, et c'est vrai que comment dire, ce qui n'est pas dit n'est pas forcément compris. Donc dans les exercices, c'est souvent difficile. Il faut reformuler en lui expliquant les attentes de l'exercice, parce que normalement, c'est censé être acquis, mais pour mes 2 enfants, en tout cas, ça l'est pas. Donc oui, les consignes peuvent poser problème, notamment quand il y a des doubles consignes. Comment vous faites alors quand il faut rendre plus explicite la chose? Comment ça se passe? Comment on peut faire? Je sépare les 2 consignes. Donc on s'attarde déjà à la première, où je reformule et je lui explique ce qu'il faut faire avec ces mots. Et ensuite, quand il a fait l'exercice demandé, je redonne la deuxième consigne. Je suis vraiment obligée de séparer parce que sinon, il a beaucoup de mal à gérer l'exercice en entier et ça lui semble insurmontable. C'est quelque chose que tu fais aussi, Clara, par rapport aux consignes? Oui, tout à fait. J'ai vraiment à cœur d'avoir des consignes claires et très explicites, sans aucun implicite, parce qu'effectivement, c'est ce qui va parfois aussi angoisser les jeunes de ne pas tout comprendre. Et voilà, vraiment veiller à ce que la consigne soit explicite, simple. Donc voilà, comme vous faites, vraiment de décomposer les choses, c'est nécessaire. Et parfois aussi, alors l'illustrer, la consigne par exemple avec des pictos ou des couleurs, ça permet aussi de créer plus de lisibilité. Par exemple, il y a des consignes types avec des pictos que tu peux utiliser, qui reviennent dans le temps comme une méthodologie, donc des renforçateurs pour rendre pour éclairer ce qui peut être difficile. Oui. Ouais. Est-ce que Isabelle, de votre côté, ça se passe comment pour Johan au niveau des consignes? Est-ce qu'il a besoin de votre accompagnement à ce moment-là, d'entrer dans la tâche? Oui, absolument. Et pareil, hein, comme Alexandra, on décompose parce que si par exemple on prend un texte en français, oui, il y a plusieurs consignes pour repérer certains mots sur un thème de grammaire, par exemple. Eh bien, il va falloir décomposer les consignes et les rappeler parce que sinon, il ne va pas se souvenir. Et comme vous disiez, c'est très anxiogène. Donc, on va prendre la première et je vais faire avec lui. Comme en plus, la lecture est... C'est pas qu'il a du mal à lire, c'est qu'elle est très énergivore pour lui, à tout point de vue. Et comme il est auditif, du coup, je lis et il regarde pendant que je lis. Et si par exemple la première consigne, on va la stabiloter en rose et après avec le rose, on va aller stabiloter ce que demande la consigne sur le texte et après on va prendre une autre couleur. Voilà, on va faire comme ça. Vous surlignez au fur et à mesure pour décomposer les différentes étapes à accomplir? Oui, et si besoin, je reformule aussi la consigne. On a des petits grésillements je ne sais pas, de votre côté qui est, je ne sais pas à quoi c'est dû, Nono, mais ça me semble, mais enfin vraiment c'était récurrent et du coup votre propos était très intéressant et ça lui mettait plein d'ornements, pas moins. Mais là ça va. Là ça va. Ouais. Mais c'est vrai que cette question de la reformulation, c'est très important aussi, une fois que la consigne est explicite, qu'elle est claire, simple, c'est important de redemander à l'enfant ce qu'on lui demande de faire. Lui reformule. L'adulte peut lui reformuler, mais pour s'assurer vraiment, en tant qu'accompagnant, que c'est compris, il faut que ça passe par ses mots. Voilà. Et qu'on lui demande, alors, à ton avis, qu'est-ce que tu vas devoir faire là dans cet exercice? Par quoi tu vas commencer, etc. Et de décomposer la tâche aussi qu'il va devoir faire dans l'exercice, c'est très important aussi, ça l'aide énormément. Alors, moi, je me pose la question là, une question qui me vient. Est-ce que c'est possible avec des enfants avec autisme, justement, de parfois proposer des choses plus ouvertes au niveau de la consigne moins fermée, moins guidée? Est-ce que c'est possible?
C'est-à-dire par exemple en art visuel, ou est-ce que c'est possible de laisser place à plus de champs de liberté? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on l'accompagne différemment? Est-ce que vous osez aussi proposer une question pas fermée, comme des situations problèmes, comme où il y a plusieurs solutions possibles, pas qu'une? Alors pour certains, ça peut être anxiogène, justement. Le fait que ce soit pas cadré, le fait qu'il y ait trop de liberté, ça peut être anxiogène. Et dans ces cas-là, du coup, on peut essayer de voir avec lui toutes les possibilités qui pourrait y avoir à la suite de cet exercice et ce qu'il pourrait mettre en place pour résoudre telle ou telle solution. Donc l'accompagner dans ses choix. L'accompagner quand même. Tu ne t'interdis pas d'aller vers des choses plus ouvertes, donc d'explorer ce champ de liberté plus grand. Je ne m'interdis pas, mais je guide quand même, pour ne pas le laisser totalement dans le flou. Et ça peut angoisser. Est-ce que de votre côté, sur des temps justement, par exemple ça peut être des situations de problème, d'art visuel, est-ce que vous allez explorer ce champ des consignes un peu moins fermé et qui peut faire peur? Est-ce que vous osez? Est-ce que vous le faites? Alors, pour ma part, j'évite parce que ça me met totalement en panique et ça le ferme complètement par la suite. C'est déjà difficile de le faire rentrer dans les apprentissages, donc si je lui donne une consigne qui est très ouverte, même si j'essaye de l'accompagner dans les explications, dans les choix qu'il aurait, le fait de ne pas savoir, ça le panique totalement. Donc ça perd toute vertu. Ça n'a pas. Donc il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que Clara, tu vois un intérêt à quand même parfois, pour certains enfants, leur proposer, c'est aller explorer ce champ un peu plus, qui fait un peu plus peur, aller apprivoiser ce Alors champ pour plus certains, c'est notamment le cas quand on fait de la philo, parce que j'ai proposé du coup des débats philo aux jeunes en IM Pro. Donc là, évidemment, les consignes sont très ouvertes. Tu peux nous donner un exemple concret des thèmes abordés pour qu'on se rende compte? Alors le thème qui les porte énormément, c'est l'amitié. Et donc évidemment, les questions sont assez ouvertes et puis ça peut découler sur des activités d'art visuel. Mais voilà, c'est quand même très guidé. Donc quand on fait de la philo, on a aussi des affichages sur comment est-ce qu'on peut répondre à une question philosophique. Donc on a plusieurs amorces de réponses, par exemple. Quand on fait de l'art visuel, c'est pareil. En fait, on a toujours eu une amorce pour les guider, pour leur laisser quand même la liberté, mais sans les angoisser. Mais je ne le propose pas à tout le monde parce que je sais que certains jeunes seront très angoissés par ça. Parce que là, on est dans le domaine de la création, comme c'est quelque chose de moins ouvert. Donc, qui peut servir aussi à apporter des émotions, apporter tout ce qui peut être compliqué. Donc, c'est peut-être aussi l'intérêt de ces questions plus ouvertes. Parce qu'on s'expose dans la création, il y a une part de soi qu'on dépose. Tout à fait. Donc, c'est peut-être là l'intérêt de ces choses qui peuvent poser problème. Mais il faut les accompagner vraiment. Voilà, les accompagner vraiment et en respectant quand même la personnalité de chaque jeune parce que ça ne correspond pas à tous. Ouais. Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Vous m'avez parlé j'ai entendu les unes et les autres me parler de l'aspect de la manipulation qui était important et du jeu. Est-ce que vous voulez nous en faire part? Comment vous l'utilisez? Même pour Joanne, est-ce qu'il y a le côté, quand on est plus grand, encore du jeu? Est-ce que, et de la manipulation? Ou de la manipulation dans les apprentissages? Oui, absolument. Mais Joanne aime beaucoup tout ce qui est manuel. Donc, dès qu'on peut, tout ce qui est par exemple expérience en SVT, il adore. Des fois, il essaye d'en faire tout seul en mélangeant des trucs dans la cuisine. Donc, il aime beaucoup tout ça, tout ce qui est manuel. Il nous est arrivé aussi de faire un jeu avec un parcours. On mettait des papiers et je crois que c'était en anglais qu'on avait fait ça, où on mettait des papiers de vocabulaire et puis on faisait tout un parcours comme ça dans l'appartement avec les petits papiers.
Dès qu'il est en mouvement ou qu'il y a de la manipulation à faire, il est content, en fait. Alexandra, est-ce que vous avez recours à la manipulation? J'entends bien évidemment la manipulation d'objets. Hein, il n'est pas absolument pas question d'autre chose. Alors oui, quand on rentre dans des apprentissages, notamment les tables de multiplication, les divisions, on utilise beaucoup la manipulation. Donc j'ai une formation Montessori, donc on a beaucoup de matériel Montessori qui nous permet d'utiliser la manipulation. Et ensuite, on a créé des petites fiches en français, tout ce qui est conjugaison, avec des pinces à linge à replacer sur des fiches pour avoir les terminaisons. Voilà, c'est tout par des petits jeux qui lui permettent de rentrer dans les apprentissages de manière différente, autre que sur les cahiers. Et parfois, quand ça peut être difficile, certains jours où il ne veut pas du tout travailler, on détourne en fait cette manière d'apprendre voilà, par des jeux, par même plein de petites choses qu'on aura trouvées à la fois sur Internet et à la fois dans les objets qu'on a. Clara, tu peux nous dire comment tu le mets en place dans ta classe? Donc nous aussi, on utilise évidemment beaucoup la manipulation. En mathématiques, on utilise des objets, des jetons, des billes, tout ce qu'on peut trouver à disposition qui permettent aux jeunes en fait, de donner du sens aux apprentissages. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt. Et évidemment en français aussi, voilà, les cartes à pinces, c'est de super outils. Et on n'oublie pas aussi de sortir en fait, de l'enceinte de la classe parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et donc voilà, on va en forêt, on va... Parle-nous de ce projet qui m'a bien épatée et qui va un petit peu contre les croyances limitantes qu'on pourrait avoir, de proposer quelque chose de différent, autre. Alors raconte-nous ce projet de la forêt. Donc on a un projet en classe à l'IM Pro qui est de faire classe dehors. Donc classe en forêt, une fois par semaine, une journée par semaine. C'est un projet qu'on a créé avec une collègue éducatrice de l'équipe. Et voilà, on emmène avec nous 7 jeunes à la journée, donc en pique-nique. Et l'intérêt, c'est de rendre les apprentissages concrets. Tout ce qu'on pourrait apprendre en classe, on l'apprend à l'extérieur. Donc on va en forêt, on va dans des musées, on va faire les courses, tout ce qu'on peut... Mais alors là, au niveau des stimuli, on pourrait dire par rapport à ces enfants, ça pourrait être dérangeant d'être dans le détail, de tout repérer, et là non. Et en fait, ça l'est pas du tout. C'est vrai que ça n'a pas été facile de le mettre en place, ce projet. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'année que les jeunes étaient très réceptifs. Donc les jeunes qui sont avec nous pendant ce projet ont tous un trouble du spectre autistique. Et donc c'est vrai qu'en début d'année, ils pouvaient parfois être perturbés par les stimuli extérieurs. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'année qu'ils ils avaient une grande capacité d'adaptation et que d'être dans la nature, ça les apaisait énormément. Que certains apprentissages pouvaient se faire dans la nature, ce qui n'était pas forcément possible au sein de la classe. Leur capacité d'attention aussi a été augmentée, leur sérénité a été aussi augmentée, et donc on a vraiment vu un effet très bénéfique de ce projet qui rendait tous les apprentissages concrets par la manipulation et par l'entrée dans la vraie vie en fait. Compter les pommes de pin. Voilà, tout à fait. Participer à l'organisation s'il y avait des sorties justement. Exactement, voilà. Et donc même quand on faisait des pique-niques, c'était eux qui distribuaient le pique-nique aux jeunes. Donc évidemment quand on distribue les sandwichs, on comptait les sandwichs. Quand on était dans la forêt, effectivement on comptait les pommes de pin par exemple. Et pour certains, l'apprentissage de la file numérique et
et de la numération, c'est fait grâce à ça. Par l'expérience. Par l'expérience concrète. Donc des fois, ça vaut aussi le coup, comme on disait, d'ouvrir le champ des possibles et s'autoriser à... Est-ce que vous avez des expériences comme ça qui vont contre toutes les représentations qu'on pourrait avoir et que vous avez du coup traversées? Alors, moi, pour ma part, il a beaucoup de mal avec l'histoire, la géographie, c'est des choses qui ne l'intéressent pas forcément. Et je me souviens d'un moment où il devait apprendre tout ce qui était sur la préhistoire. Et vraiment, toutes les histoires autour, on a tout essayé en français, en maths, ces choses-là, ça a été très compliqué pour lui d'aborder la notion de la préhistoire. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller visiter un musée de la préhistoire. Et en fait, c'était un petit parc avec un parcours, avec des choses réelles à voir sur donc les hommes de la préhistoire, avec des affiches, avec des jeux, et un petit jeu où il devait répondre aux questions. Et ça lui a permis d'aborder en fait cette notion de manière différente. Et aujourd'hui, il s'en souvient encore. Donc, voilà, c'était une manière différente d'apprendre et d'aborder quelque chose qu'il n'arrivait pas du tout à savoir. En détournant, comme vous l'avez dit aussi, en contournant, en faisant le petit pas de côté qui permet d'aborder la chose d'un autre point de vue, avec un autre regard. Isabelle, de votre côté, vous reconnaissez dans ces expériences? Oui, tout à fait. Nous aussi, on a un petit carré dans un jardin partagé, un carré potager. Il y a régulièrement des formations, donc je l'y emmène chaque fois. On va y apprendre sur les graines, sur les semis, sur les différents fruits, légumes, etc. Donc c'est très intéressant. Ça lui plaît, il participe. Et puis les musées, oui, très régulièrement. Et en fait, autant c'est un peu comme Alexandra, lire le bouquin, ça va aller 2 minutes. On va regarder des vidéos pour agrémenter un petit peu les sons. Là, ça passe mieux. Mais après, quand on est dans le concret et on va visiter, ou par exemple, quand c'était les chevaliers, qu'on va visiter un vrai château de chevalier du Moyen-Âge, c'est plus pareil, quoi. Donc, vraiment, ça compte énormément. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on aborde la question des... quand on a échangé toutes les deux pour préparer ces émissions, il y avait des outils, des objets, des renforçateurs que tu utilises et que j'aimerais bien que tu nous partages, comme par exemple un objet qui m'a paru génial, c'est le paravent. Dans ta classe, il y a un paravent. Oui. Pourquoi? Oui, dans la classe, on a mis un paravent. Et ça permet en fait de matérialiser un petit coin tranquille en fait pour les jeunes. En fait, en classe, il n'y a pas de place dédiée. Chacun peut s'asseoir ou rester debout ou s'asseoir par terre, selon comme il est bien pour apprendre. Et on a mis en place un paravent. Ça permet en fait aux jeunes qui ont besoin de se recentrer et d'avoir un petit coin plus tranquille. Et on a vu vraiment qu'au niveau des apprentissages, ça avait eu un effet très bénéfique parce qu'on sait, nous en classe, ils sont 5-6, c'est vraiment pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de bruit non plus. Mais on sait que le simple fait parfois de voir d'autres personnes, ça peut être perturbant à certains moments de la journée, selon s'ils se sentent énervés ou angoissés. Parfois, ça peut faire du bien de... C'est comme un enveloppement, en fait. Exactement. Le fait que ce soit en tissu. Et tu me disais qu'ils peuvent... tu peux même parfois, quand ils sont un peu contrariés, leur passer le travail dessous, entre, et ça remet un peu de... Ça désamorce le drame, la difficulté, ça rend le moment plus... Il y a du jeu là-dedans. Tout à fait. Il y a du jeu. On s'isole, mais pas trop. Voilà. Et ils peuvent régler le paravent aussi comme ils le souhaitent. Donc oui, en fait, c'est vrai que c'est un paravent en tissu et que les jeunes, en fait, peuvent ouvrir ou rétrécir selon s'ils ont envie de voir quand même les autres ou s'ils ont besoin d'être complètement séparés du reste de la classe.
L'avantage, c'est que ils font quand même partie du groupe classe, donc voilà, ils sont quand même là, mais on respecte leurs besoins d'être à l'abri. À l'abri, exactement. C'est ça. Et dans la question d'enveloppement, tu m'as parlé aussi du rôle qui peut apaiser de la musique. Tu utilises la musique. Oui, on met beaucoup de musique en classe, de la musique douce, et ça permet voilà, de créer un climat serein et apaisé. C'est souvent les jeunes d'ailleurs qui me demandent de mettre de la musique calme pendant qu'ils travaillent. Et ça permet vraiment d'avoir une ambiance toute douce. Il n'y a pas forcément les casques, du coup, quelque chose qui enveloppe, parce que souvent on parle dans les outils utilisés du casque. Dans le casque, on a une espèce de bruit qui n'en est pas, du coup, sourd, mais on est isolé. Là, c'est un enveloppement plus doux, en fait, une nappe. Voilà. Les casques sont à disposition, mais c'est vrai que les jeunes ne les mettent jamais. Et dans quelque chose de la douceur, tu disais aussi que du coup, tu laissais... Il n'y a pas de place fixe. Il y a aussi la possibilité de laisser place au mouvement. Oui, tout à fait. Si besoin, en fonction des besoins. C'est ça. Et puis voilà, dans la classe, on met aussi des ballons, on met des coussins par terre, et les jeunes savent que voilà, ils peuvent s'asseoir sur une chaise pour commencer à travailler. Ensuite, s'ils ont besoin de bouger, ils peuvent travailler debout, ils peuvent travailler sur un ballon. Et cette flexibilité, ça permet d'enlever aussi du stress. Oui. Parce que parfois, ils ont... plus naturel les choses. Tout à fait. Donc, on est dans le moment présent et on peut être... Alors, on va... pour conclure, j'aimerais bien qu'on se pose aussi la question des programmes scolaires. Comment vous vous situez par rapport à ça, les unes et les autres? Est-ce que vous vous sentez obligé d'eux? Est-ce que vous piochez dans les programmes scolaires? Et puis, dans un deuxième temps, pour finir aussi, une question qui me semble importante de ne pas éluder, c'est la question de la projection. Pourquoi les apprentissages? Quels apprentissages on va mettre en avant? Et dans quel but? Une autonomie pour un futur moyen et proche. Voilà, j'aimerais bien qu'on aborde cette question. Alors, on va commencer par les apprentissages. Clara, tu peux nous dire, toi, quels sont les objectifs à atteindre? Est-ce que comment tu te situes par rapport à... Alors, comme on disait, voilà, en début de rencontre, l'objectif principal, c'est que les enfants, les jeunes soient heureux d'apprendre. Ça, c'est vraiment l'objectif principal des apprentissages. Et à partir du moment où ils sont heureux, alors voilà, ils vont pouvoir apprendre vraiment. Et nous, on se concentre sur l'apprentissage de la lecture dans un premier temps et de la numération. Donc ça aussi, ça vient de l'attente des parents. Oui. Et dans le but d'une autonomie. Tout à fait. Pour leurs enfants. Oui, tout à fait. Même dans les représentations, j'ai envie de dire. Oui. Faut savoir lire, faut savoir compter pour pouvoir se débrouiller. Pour prendre le bus, il faut savoir, il faut pouvoir lire les panneaux. Oui, dans l'objectif d'être autonome. Donc tu fais donc tu t'appuies sur les programmes de l'éducation nationale et tu les adaptes en fonction de chaque enfant. Oui. Comment ça se passe? Voilà. En fait, dans le cadre de l'IME, on a des réunions de synthèse en fait, entre professionnels. Et donc, on établit des objectifs pour l'année, pour le jeune. Et donc, c'est vraiment des objectifs personnalisés. Personne n'a les mêmes objectifs pour l'année. C'est le PPS, projet personnel de Tout scolarisation. à fait, c'est le PPS. Ouais. Et il suffit de quelques objectifs pour le jeune, hein, sans en avoir trop. Mais tout est vraiment individualisé. D'accord. Et vous, du coup, donc là, il y a des différents âges au niveau de vos enfants. Peut-être Isabelle, vous pouvez nous dire, parce que Johan est grand, il n'y a pas de différence, il n'y a pas beaucoup de différence entre les attendus au niveau des compétences de sa classe d'âge et les compétences acquises de Johan. Non, nous, on est encore un petit peu, pour certaines matières, on est encore sur le programme de 5e. Et pour d'autres matières, on a commencé déjà le programme de 4e.
Mais vous vous mettez beaucoup de pression pour vous connaître un petit peu. Pardon Isabelle. Oui, c'est vrai. Par rapport Je me mets aux beaucoup de attentes, pression. Par rapport aux attentes de l'éducation nationale, effectivement. Et je me mets beaucoup de pression par rapport à ça, c'est vrai. Il y a souvent la question quand on échange du retard. Vous tenez vraiment à coller à ce programme-là. C'est important pour vous. Pourquoi ? Non, mais la raison, mais je la connais très bien. C'est la peur de la non-validation au contrôle pédagogique. Parce que tous les ans, dans ce cadre d'IEF, il y a un contrôle d'instruction qui vient normalement vérifier l'état de progression, en fait. Ce n'est pas les attentes par rapport à une classe d'âge. Là, on est vraiment à un moment donné, il y a des compétences et dans l'année, il faut qu'il y ait une progression. C'est ça qui doit être évalué normalement. Et là, pour le coup, c'est vrai que le contrôle de cette année a un peu fait baisser la pression dans le sens où elle n'a pas du tout tiqué sur le fait que Joanne avait encore des cours de 5e en plus d'avoir commencé la 4e. Voilà, elle lui a même dit, mais t'es pas franchement en retard du tout par rapport à d'autres enfants de ton âge. Donc, et là, je me dis, tu te mets un petit peu trop la pression toute seule, quoi. Mais c'est vrai que ça, mais je pense en fait, beaucoup de parents en IEF ont un petit peu peur de ce contrôle pédagogique. Voilà. D'accord. D'accord. Et de votre côté, Alexandra, comment ça se passe au niveau des apprentissages, des objectifs Alors, que vous fixez? Nous, les objectifs, c'est pareil qu'il évolue, peu importe dans la vitesse où il avance. C'est vraiment... Après, c'est compliqué dans le sens où il est aussi à la fois à l'école, quelques heures par semaine. Donc, je suis obligée de me fixer à leurs objectifs et travailler en complément. Donc, voilà, j'ai pas la peur du contrôle pédagogique, enfin, en tout cas, pas pour mon dernier, mais plutôt pour mon grand. De manière générale, ils n'ont pas de problème d'apprentissage, mais plutôt, voilà, un temps limité de concentration. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que je travaille dessus. Et du coup, vous vous dites que dans la vie, en fait, le rôle des apprentissages, ça va leur servir à être plus autonomes, à choisir un métier. Comment vous vous projetez par rapport à ça? Je mets peut-être un peu les pieds dans le plat, je fais exprès. Mais je pense qu'en fait, c'est la question que se posent beaucoup de familles. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine pression par rapport à ça, parce qu'on se pose tous la question de savoir ce que notre enfant fera plus tard. Notre dernier, le plus jeune, a envie d'être ingénieur depuis quelques années. Donc, la pression vient plutôt de lui, pour le coup, en me disant, bon voilà, s'il n'a pas acquis toutes les compétences, il ne pourra pas faire le métier qu'il souhaite. Donc, c'est là la difficulté réelle. D'accord. Clara, tu veux nous dire quelque chose par rapport à des échanges que tu peux avoir aussi avec les familles par rapport aux parents du coup d'enfants que tu accompagnes concernant justement une projection à moyen et long terme? Oui, évidemment, c'est des craintes, des questionnements que partagent tous les parents. Et c'est la question aussi de l'autonomie qui revient énormément. En fait, moi, ce que je voudrais dire dans tout ce que je peux percevoir aussi de tout ce que vous mettez en place, des adaptations, des aménagements, je pense qu'en fait, c'est d'une manière générale, je pense qu'on devrait le faire. Enfin, vraiment, je suis admirative. Je voudrais terminer par rapport à ça, de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre, mettre en place, créer pour justement respecter en fait les besoins particuliers de vos enfants. Il y a vraiment une part d'engagement et d'investissement, et pour avancer sur je pense qu'on devrait tous fonctionner comme ça par rapport à nos enfants. C'est essayer qu'ils soient non pas par rapport aux autres dans la comparaison, etc. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais
qu'on puisse transmettre à nos enfants que l'idée c'est d'être meilleur par rapport à soi-même, d'aller vers la... C'est ça en fait, être le meilleur de ce qu'on peut être en étant bien. Il y a aussi cette notion-là. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que j'ai beaucoup d'attention à tout ce que vous pouvez mettre en place et je suis surprise par tout ce qui peut être mis en place. Est-ce qu'on va clore notre discussion et notre échange de ce jour? Je veux vous remercier chacune. Peut-être on peut commencer par les mamans et puis si vous voulez dire le mot de la fin sur le regard que vous pouvez avoir eu de cet échange, ce que vous voulez ajouter, et puis on terminera par Clara. Alors Madame Ugozi, Alexandra, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, c'était un échange très intéressant où j'ai appris des petites notions, notamment sur les outils qu'on peut utiliser, qui peut être intéressant pour la concentration et l'aider à être dans un groupe classe dont je ferai part, en tout cas, à ses professeurs. Donc, voilà, non, c'était un échange très intéressant. Isabelle, de votre côté? Moi, j'ai pris quelques petites notes aussi sur des choses qui peuvent me servir, même sur ce que fait Alexandra d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant également. Et je vous remercie beaucoup. Alors évidemment, on n'a pas abordé, je vais le dire, après je vais te laisser le mot de la fin, c'est très important. Et je tiens à vous dire qu'on n'a pas abordé tout ce qui était méthode, habileté sociale, etc., qu'on pourra expérimenter. Ça, vous pourrez le retrouver dans la boîte à outils qui sera à disposition des familles. Vous trouverez des informations, des pistes pédagogiques, des vidéos. Là, on voulait vraiment faire un partage d'expériences sur les petits plus, les outils, ce qui nous semblait les essentiels en fait pour le bon fonctionnement des apprentissages. Ça a été fait consciemment dans les échanges de préparation qu'on a pu avoir. Est-ce que tu voudrais nous dire le petit mot de la fin? Déjà, je te remercie énormément. Merci. Je suis très contente de cette rencontre, Clara. Moi aussi. Et voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci à toutes. Et je voudrais vous dire bravo à toutes les deux et puis à toutes les familles qui font de très grandes choses avec les enfants en UF. Et donc vraiment, bravo à vous. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez envie d'échanger. C'était vraiment très instructif pour moi aussi. Clara a un site sur lequel on peut la retrouver. Oui. Tu veux peut-être en parler si jamais il y a des familles qui sont intéressées pour les différents accompagnements que tu proposes. J'ai un site qui s'appelle les ateliers de Clara Gabriel. Avec mon contact, si vous souhaitez me recontacter. On peut aussi faire des échanges en visio si vous voulez, si vous n'êtes pas à côté. D'accord, tout le monde doit y aller, donc on va se dire au revoir et puis on se retrouvera très vite pour une prochaine discussion. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.